on institue beaucoup de procédures pour avoir des autorisations. Ensuite, on impose aux exploitants agricoles d'entreprendre des études de faisabilité, des études environnementales de lieux à exploiter, sans que l'on prévoie des règles d'amortissement de ces frais. Donc la loi est restée muette sur ce point-là, de telle sorte que ce code n'a pas non plus donné de bons résultats. Et la loi agricole a donné quand même a prévu des exonérations, mais qui étaient en fait insuffisantes par rapport aux ambitions dont on se nourrissait par rapport à ce qu'on voulait atteindre comme résultat. Et quelle en est la conséquence? Le résultat que nous avons atteint, par exemple, en 2015, 2016, etc., ces résultats ont commencé à chuter de telle sorte que le résultat que nous avons maintenant ne reflète pas l'allure que nous avions prise. C'est-à-dire qu'il faut encore repenser cette loi sur l'agriculture. Et j'ai appris, je pense que vous avez aussi appris, le Parlement est en train de se pencher là-dessus. Alors, concernant maintenant l'exploitation des hydrocarbures dans notre pays, vous savez, le pays a levé l'option de donner les concessions aux exploitants pétroliers sur base des conventions. C'est-à-dire le mode pour accéder à une concession, il faut absolument conclure une convention avec l'État congolais. Ça, c'est l'option qui a été levée. Et cette option définit les avantages. Mais on a assisté à des modifications de clauses de cette convention par des avenants, de telle sorte que le secteur pétrolier est aujourd'hui régi par des avenants que par la convention mère. Donc la convention mère a été un peu dépouillée de toutes ces substances pour que l'on applique uniquement ce qui était du moins arrêté dans le cadre des avenants. Et puisque l'État n'avait pas suffisamment de moyens, n'avait pas suffisamment d'expertise, parce que je dois dire en passant ici que ceux qui ont négocié pour la part de l'État congolais, je ne sais pas s'ils l'ont fait pour leurs intérêts, mais ils n'ont pas assez défendu les intérêts du pays. Donc ils ont accepté beaucoup de pratiques qui ont finalement hypothéqué même les ressources pétrolières du pays. Et de telle sorte qu'aujourd'hui, les recettes pétrolières qu'on tire de nos réserves ne reflètent pas la dimension. Et les pays, jusqu'à ce jour, n'arrivent pas à avoir des installations qui peuvent lui donner l'occasion de passer à la conversion des produits secondaires. Vous voyez, par exemple, nous ne raffinons pas le pétrole, alors que nous avons une usine qui avait été construite, mais qui aujourd'hui sert de lieu de stockage des produits pétroliers. Et cette usine ne vit que de droits qu'il a sur le plan quand il fait le stockage. Et aussi, l'État a prévu, dans le cadre de la structure des prix pétroliers, une quantité qui lui est versée. Mais l'usine, en soi, ne raffine rien. Vous voyez, donc, c'est qu'il y a aussi problème. Parce que les exploitants pétroliers préfèrent extraire le pétrole brut et vendre. Et quand ils vendent, c'est dans une structure interne. C'est-à-dire il y a la filiale et la maison mère. Et l'État n'a pas assez d'informations sur la manière dont les chiffres sont traités. Quand bien même on a mis en place des mécanismes, parce que l'État a finalement confié la gestion de ces actions par la Cohydroc. Malheureusement, là aussi, on n'arrive pas à changer les choses, parce que les conventions sont signées pour un certain nombre d'années. Et on ne peut pas brusquement comme ça les arrêter. Par exemple, la convention que nous avons avec Chevron a été prorogée jusqu'à 2025. Donc aujourd'hui, on ne sait pas modifier cette convention-là parce que ça a été signé jusqu'à 2025. Donc ce n'est qu'après 2025 qu'il faut négocier cette convention. Et quand on va négocier cette convention, on va aussi passer à d'autres avenants. Donc ça, c'est sur le plan de l'exploitation. Et quand on voit maintenant la production pétrolière elle-même, cette production n'évolue pas. Déjà en 1985,
nous avions atteint 12 millions de barils en termes de production. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à atteindre ces chiffres-là. Aujourd'hui, notre production annuelle se situe aux alentours de 8 500 000 barils, etc. Donc, on n'évolue pas sur le plan de la production. Il y a beaucoup de contraintes, etc. Donc, il faut absolument trouver quelle est la voie de sortie. Maintenant, au niveau de la collecte fiscale, les conventions n'ont pas apporté à l'État ce qu'elles devraient apporter réellement. Quand on voit par exemple l'expérience dans d'autres pays. Parce qu'ici, chez nous, l'État a préféré la formule de contrat qu'on appelle les contrats de concession. Mais ailleurs, par exemple, il y a les contrats de partage de production. Alors, avec les contrats de concession, donc l'État ne se contente que de la royalty qui lui est payée et de certains droits. Et puisque l'État ne pilote pas, en fait, les secteurs, ce sont des groupes pétroliers qui pilotent le secteur. Les groupes pétroliers, maintenant, ont mis en place, en fait, des structures qui leur sont propres. L'État ne se contente qu'à recevoir les statistiques qui lui sont présentées et il ne peut pas faire autrement. Donc, sur le plan de la collecte fiscale, il y a eu beaucoup de manques à gagner et je pense que ces manques à gagner continuent toujours à être là. De telle sorte que si vous consultez les statistiques pétrolières, vous remarquerez que ces statistiques n'évoluent pas. Donc c'est comme si nous sommes en train de faire du surplace. Nous devons déjà être au-delà. Vous savez, la production pétrolière dans notre pays se trouve aux alentours de 21% par rapport aux ventes. Alors que dans d'autres pays, cette production avoisine 50%. Et ça dépasse parfois 50%. Mais chez nous, nous avons constaté que les conventions pétrolières n'ont pas donné à l'État le moyen suffisant. Et l'État lui-même aussi a encouragé cette pratique-là parce qu'il a accepté, dans le cadre de conventions, qu'elle soit déprimée, en fait, de tous ceux qui devaient lui revenir de droit. Et à côté de droit sur les hydrocarbures, nous avons également analysé le code forestier. Vous savez, nous avons une immense forêt. Les études nous disent que 45% de la forêt africaine se trouve au Congo. Donc, en fait, nous devons être suffisamment riches avec cette étendue de forêt parce que nous avons beaucoup d'essence, etc. Comparativement à des petits pays qui ont aussi des forêts chez eux, on remarquera que là, les choses évoluent convenablement, comme si vous prenez des pays comme le Gabon. On sent quand même que la forêt apporte suffisamment de ressources à l'État. Or, chez nous ici, peut-être ça va vous étonner, le recette fiscale d'origine forestière ne dépasse pas 1% de l'ensemble des recettes des ressources naturelles. Donc la forêt congolaise ne donne pas à l'État, ne donne à l'État moins d'1% sur le plan des ressources fiscales. Ce qui étonne, alors que chaque fois nous avons des exportations qui se font, nous avons des exploitants, etc. Alors quand nous avons analysé le secteur et nous avons remarqué qu'effectivement, il n'y a pas assez, il n'y a pas assez d'attracteurs. C'est-à-dire que l'État a mis en place, en fait, un code forestier qui est trop restrictif sur le plan fiscal. C'est-à-dire que le code forestier n'accorde pas beaucoup d'avantages fiscaux aux exploitants forestiers. Alors, en même temps que le code forestier n'accorde pas beaucoup d'avantages aux exploitants forestiers, mais l'État aussi a, surimposé les secteurs. Donc, ce qui fait qu'il y a des investissements qui se sont volatilisés. Tous les grands producteurs du secteur ont fui. Maintenant, ce sont des investissements spéculatifs qui envahissent le secteur. Nous n'avons plus de grandes sociétés comme nous les avions à l'époque. Vous savez, à l'époque, la forêt, c'est-à-dire la ressource forestière, a été à la base de l'essor de certaines villes. Pensez par exemple à la ville de Nyuki, en fait, qui vivait essentiellement des ressources forestières. Mais aujourd'hui, le secteur ne donne pas assez à l'État de moyens financiers. Donc là aussi, c'était aussi un problème. Et nous avons en fait passé en revue tous ces secteurs-là et nous avons vu
où est-ce que ça a marché, où est-ce que ça n'a pas marché. Et c'est ainsi que nous avons dit non. Pour qu'on arrive à sortir de cette situation, il faut absolument dépasser les réseaux traditionnels d'échange. Parce qu'à ce niveau-là, l'économie congolaise ne pouvait pas, en fait, se déployer. Parce que ce sont des investisseurs qui venaient avec l'idée seulement de faire des profits et ils se souciaient très peu de l'État congolais. C'est ainsi que nous avons pensé qu'il était lieu, qu'il fallait qu'il y avait lieu, qu'on puisse passer à une régulation fiscale intégrée. Et comment nous avons conçu, en fait, cette régulation fiscale intégrée? Premièrement, donc, il faut dépasser les autres traditions d'échange. Donc, il faut arriver à repenser un peu la nature des investissements que nous avons. Parce que nous avons les IDE, c'est-à-dire les investissements directs étrangers. Et nous avons pensé qu'il fallait absolument penser à des investissements de relais, à des investissements d'appui. Et l'État devrait aussi, en fait, définir les modèles de développement qui devraient, en fait, conduire toutes ces actions. Parce que là aussi, nous avons remarqué que l'État congolais n'a pas un modèle de développement qui doit, en fait, être la matrice de toutes les actions qu'il est appelé à prendre. Et au terme de toutes ces analyses, nous avons aussi dit que non, il fallait aussi repenser les critères qui président à l'octroi des avantages fiscaux. Vous savez, quand vous consultez le code des investissements, on fixe le seuil, par exemple, pour ce qui est de la valeur ajoutée, à 35%. Mais les entreprises n'atteignent jamais ce seuil-là de 35%. Ils sont en deçà de 35%. Les entreprises congolaises ne sont pas compétitives sur le plan international. Les entreprises congolaises se décapitalisent. Donc, les investissements atterrissent, mais ça se volatilise très rapidement. Et quand on voit maintenant les chiffres, c'est-à-dire les investissements qui sont attirés, c'est-à-dire les capitaux qui sont apportés au pays, après un certain nombre d'années, ces capitaux-là sont ravalés par les profits qui sont exportés. Donc, ce sont des contradictions comme ça. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il fallait absolument revoir cette régulation sectorielle. Et en lieu et place, nous avons cru bon de mettre sur pied, c'est ce que nous avons appelé les régimes fiscaux économiques. Pourquoi les régimes fiscaux économiques? Parce que, en mettant une régulation fiscale fondée sur les secteurs, on risque d'être pris encore en étau par les autres nations d'échange. Il fallait absolument ouvrir le secteur, pas comment ouvrir l'économie, créer des régimes fiscaux économiques. Alors nous avons pensé qu'il fallait absolument créer des régimes tels que les régimes d'entreprises exportatrices. Aujourd'hui, le pays est en train de signer des protocoles en ce qui concerne, par exemple, la participation à une zone de libre-échange. Le pays veut s'inscrire dans la dynamique du commerce international, c'est-à-dire prendre part à la division internationale du travail. Mais avec quelle entreprise on va arriver à réaliser une telle ambition? Parce qu'au niveau des exportations, nous ne produisons pas assez pour exporter. Les produits que nous exportons, ce sont des produits à faible valeur ajoutée. Donc, ça ne nous donne pas la possibilité de capter la valeur ajoutée en phase de transformation qui ne se fait pas au pays. Donc, c'est pourquoi nous avons pensé qu'il faut absolument redynamiser le secteur des exportations. Donc, il faut créer un régime d'entreprises exportatrices. Et nous avons aussi dit qu'il faut créer un régime d'entreprises de transformation et de fabrication pour essayer un peu de redynamiser l'industrie manufacturière. Vous savez, il a été mis en place avec le code de 86, parce que le pays avait connu un code de 86, où on avait privilégié le régime des zones franches. Ça n'a pas marché. Le régime des zones, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on ne parle plus de la ZOFI et de la zone franche. On n'en parle plus. Donc, ce sont des options qui n'ont pas abouti. Nous avons cru bon qu'en mettant en place, par exemple, un régime d'entreprise de fabrication et de transformation, on peut arriver à booster les secteurs de l'industrie manufacturière. Et les pays latino-américains qui sont aujourd'hui comptés comme des pays émergents, c'est parce que ce sont des pays qui ont développé des usines de fabrication d'équipements, etc. Troisièmement, nous avons pensé à la mise en place d'un régime fiscal d'entreprise exportatrice
quatrièmement, nous avons pensé à un régime fiscal d'entreprise, de services et de commercialisation. Évidemment, nous n'avons pas exclu la possibilité qu'on puisse lister des entreprises ou des activités qui doivent opérer en mode ou bien en régime de droit commun, mais qu'il faut également prévoir des incitants fiscaux. Nous avons pensé à des primes fiscales, à des traits fiscaux, etc. Voilà en gros ce qu'a été les réflexions auxquelles nous avons abouti après notre étude qui a porté sur la régulation fiscale intégrée d'organisation économique. Monsieur le Président, je ne sais pas si j'ai bouffé tout mon temps, mais je vous remets la parole. Merci beaucoup. Vous ne me mettez pas la parole, c'est moi qui prends la parole. Au nom de l'autorité universitaire. Les membres du jury qui doivent intervenir. Je voudrais faire une observation à mon jury et à l'autorité académique. Pour le moment, il nous manque ce que nous appelons les assesseurs ou les suffragants, ceux qui sont chargés de déconstruire la thèse. Parce que j'ai autour de moi le promoteur et le copromoteur. Et puis, bien sûr, moi-même, ça me met assez mal à l'aise. Si bien, j'avance, je vais assumer à la fois le rôle de président et le rôle de suffragant. Mais dans l'ordre, j'aimerais, avant que j'assume les deux rôles, passer la parole à chacun des membres du jury présent. Professeur Kassongo, en gros, si vous pouvez commencer votre séance d'intervention. Devant mes deux grands maîtres. Le premier, c'est le professeur Boba, pour lequel j'ai été le premier étudiant en sciences politiques quand il a dirigé les mémoires sur l'impôt foncier. Le premier étudiant du professeur Boba en mémoire de licence. Et le professeur Kiboye a été aussi bien mon copromoteur d'IDEA que mon copromoteur de thèse. Donc, je suis très à l'aise de prendre la parole ici, même si je dois me comporter comme un élève devant ses maîtres. Je ne vais pas faire comme dans les dojos de Karabika, où les bons élèves doivent donner un grand coup à son maître. Non. Ici, en science, il y a la préséance. Cela étant, je reviens à la thèse que j'ai en face de moi. Une thèse pour laquelle nous avons débattu partout, sur les chemins, dans la voiture, là où on s'est rencontrés, parce qu'on discutait de cette thèse à tout moment avec les candidats, pour des raisons aussi scientifiques que sociales. Ce que nous appelons des impositions de droit commun. Au niveau du code des impôts, le code que nous avons, c'est le code 69 qui a été mis à jour vous donne en fait les différents types d'impôts. Vous avez les impôts sur le revenu, vous avez les impôts réels, les impôts sur les dépenses, etc. Ça, c'est au niveau du code des impôts. Mais c'est une. En fait, ce sont des impositions de droit commun, c'est-à-dire qu'on fixe en fait, barème des impôts, les différentes taxations, etc. Mais dans ces mêmes codes, on peut voir aussi des exemptions, hein, ou je dirais mieux encore des exonérations. À titre d'exemple, si vous prenez par exemple pour ce qui concerne les impôts sur les véhicules, on dit voilà, tout véhicule doit absolument s'appliquer d'une taxe, c'est qu'on appelle la taxe d'exploitation routière. Mais on exonère, certains véhicules sont exonérés. Quand je parle ici des véhicules, parce qu'en sciences fiscales,
en droit fiscal, le terme véhicule, en fait, c'est un peu trop extensif. C'est-à-dire que vous avez les bateaux, les aéronefs, etc. Mais il y a des véhicules qui sont exonérés. Je donne l'exemple, par exemple, de véhicules qui sont affectés, par exemple, à un usage bien connu. Par exemple, des véhicules de l'État. Ils sont exonérés. On dit que les véhicules de l'État sont exonérés. Alors, si je prends par exemple des impôts sur le revenu, il y a des aspects qui font le revenu, mais ces aspects sont exonérés parce qu'ils le perdent pour des raisons sociales. Donc, on n'a pas la vocation de faire des bénéfices. C'est comme ça qu'au niveau des codes des impôts, ils sont exonérés pour un certain nombre de fonds. Les achats, par exemple, des fonds peuvent être exonérés si, par exemple, ça porte sur le capital social. Vous avez, par exemple, des exonérations en ce qui concerne, par exemple, le fonds foncier. Vous savez, pour le fonds foncier, on devra échanger les personnes de troisième âge, quand ils sont propriétaires de maison, on ne paye pas de fonds foncier. Ça, c'est une vache. Donc, le code des impôts, bien qu'instituant un régime de droit commun, prévoit quand même des exemptions ou des exonérations. Mais pour ce qui est des codes que nous avons examinés, ici, en fait, on s'écarte un peu des impositions de droit commun. Évidemment, ce code-là peut se retenir. On dit par exemple, pour telle activité, pour tel impôt, on applique ce qui est prévu au niveau du droit commun. Mais on élabore en fait une liste d'exonérations tout à fait spécifique pour telle activité. Et on va dire que voilà, le taux du droit commun est de 20%, mais pour cette activité, on accorde par exemple un taux préférentiel. Ouais, par exemple, si on prend les impôts sur le revenu, on dit voilà, le taux du droit commun. Donc, par exemple, les dividendes, on dit le taux du droit commun pour l'impôt mobilier. On dit par exemple, les dividendes sont taxés à 20%. Mais dans le cadre de code qui opère dans des secteurs bien déterminés, on vous dit non, pour les dividendes, on prend un taux préférentiel, par exemple 10%. Oui. C'est-à-dire que, on dit dans le cadre de cette activité, les dividendes sont imposés au taux préférentiel, 10%. Comme aussi on peut dire que dans le cadre de cette activité, on exonère par exemple les bénéfices d'une activité, etc. C'est-à-dire que le code que nous avons examiné, en fait, ce sont des contrats, des contrats fiscaux. Quand bien même le contrat fiscal a une activité beaucoup plus particulière, parce que le contrat fiscal porte en fait sur une entreprise avec le gouvernement. Ça ne porte pas sur le secteur. Donc, c'est un contrat par lequel l'État accepte qu'une activité vienne s'implanter chez lui pour permettre à cette activité-là de bien évoluer, de répondre à son cahier des charges. Parce que le cahier des charges, généralement, il faut créer des emplois, il faut élargir l'assiette, il faut, accéder à un taux de valeur ajoutée assez élevé, etc. Et par rapport à ça, l'État lui donne des avantages spécifiques. Donc ça, c'est dans les codes que nous avons examinés. Mais ces avantages ne se limitent pas seulement à ces codes-là, parce que vous avez aussi des avantages, par exemple, stratégiques, des avantages spécifiques. Vous voyez, par exemple, au pays, nous avons connu des partenariats stratégiques sur la chaîne de valeur. Vous voyez, les entreprises qui étaient admises à ces partenariats ont été presque, exonérées du paiement de la TVA. Mais il faut être admis dans ces partenariats. C'est quand on avait remarqué que beaucoup d'entreprises avaient des problèmes, ils vont voilà, on suspend la perception de la TVA. Pour autant que l'entreprise remplisse les conditions d'admission au niveau du partenariat. Donc, il y a un lien, parce que tout ce code ici ne balaie pas les impositions du droit commun. Il retient quand même un certain nombre d'impositions du droit commun. Par exemple, l'IPR, on n'exonère pas. En tout cas, dans tous ces différents codes, il n'y a pas un code qui exonère sur l'IPR.
on exonère sur l'IR. Et bon, ce n'est pas tellement une exonération totale, c'est partiel parce que c'est un taux préférentiel. Mais on fixe un délai. Par exemple, pendant tant d'années, l'IR est imposé un taux préférentiel, par exemple, de 10%. Tentez d'être précis et le temps. Moi, j'ai fait des enquêtes, surtout en ce qui concerne les recettes non fiscales, les recettes non fiscales d'origine pétrolière. Je suis allé à la DGRA, parce que ça n'a pas été facile pour avoir des informations. J'ai même rencontré les autorités au plus haut sommet de cette régie financière. En fait, voilà ce qui m'a été dit, que les entreprises pétrolières s'accrochent aux conventions, parce que les conventions sont à leur avantage. Ils s'accrochent aux conventions. Alors, comme les conventions leur donnent tous ces avantages-là, ce sont des larges avantages qu'ils ont. Donc, ces entreprises estiment qu'il ne faut pas qu'on puisse, leur appliquer toutes ces différentes taxes, etc. Parce que dans le cadre de conventions, les entités décentralisées, parce que vous avez parlé de 40%, les entités décentralisées n'ont pas tellement de droits réclamés aux entreprises pétrolières. Et ça, c'est dans le cadre de conventions. Parce qu'on dit, c'est clairement dit dans des avenants. C'est-à-dire que les administrations locales, etc., ne peuvent pas, réclamer des entreprises pétrolières, quoi que ce soit. Ici, je parle des entreprises productrices, c'est-à-dire les opérateurs pétroliers, ceux qui produisent le pétrole. Je ne parle pas de ceux qui distribuent. Je ne parle pas de ceux qui distribuent. Donc, l'État lui-même, en tant que puissance publique, c'est un partenaire passif. L'État, c'est un partenaire passif. D'ailleurs, ça a été décrié plusieurs fois. C'est-à-dire que l'État lui-même ne contrôle pas le cycle de la recette pétrolière. Il ne contrôle pas ça. Parce qu'il ne participe même pas à la formation des prix du pétrole. Parce que les opérations de vente du pétrole brut se passent entre la filiale et la maison mère. Et vous savez, ce sont des prix prévisionnels, ce ne sont pas des prix réels. Ce sont des prix prévisionnels. On a décrié ça, c'est ce qu'on appelle les prix de transfert. Donc il n'y a que la filiale et la maison mère qui connaissent la vérité de ces prix-là. Et l'État se contente de ces prix en fait prévisionnels. Tout ça. Donc ce sont des recettes très stratégiques et les États ont peur de contrôler les sociétés pétrolières souvent pour ne pas perdre le pouvoir. Merci. Merci, monsieur le professeur. Intervenant, nous avons le plaisir et l'avantage de recevoir monsieur le professeur qui vient d'arriver, monsieur Romain. Nous manquions un assesseur. Je sais qu'on vient d'arriver. Vous avez lu. Je vais vous accorder la parole avant le promoteur, pour que vous puissiez à la fois faire vos suggestions, éventuellement, des propositions ou des questions à poser aux candidats. Vous avez la parole. Qui m'a aidé les tout bas, un travail très intéressant. Lorsque nous devons considérer le thème qu'il a abordé, au moment où notre pays est en train de renforcer son système financier, et dirais-je, au moment où nous assistons à la réforme de finances publiques dans notre pays, et voilà quelqu'un qui va s'inscrire dans cette logique-là en abordant une thématique très intéressante, la gouvernance fiscale et investissement en République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, sans ressources, il n'y a pas moyen d'espérer un développement. Le développement de l'État passe tout naturellement par
les revenus dont cet État dispose. Et parmi les sources de revenus de l'État, principalement, nous avons la fiscalité, c'est-à-dire les impôts, taxes et autres moyens financiers que l'État peut avoir. Et qui n'a un délai, vous apportez, comme je venais de dire, un sujet très intéressant au moment où nous sommes en train de réformer notre système fiscal. Nous passons, n'est-ce pas, à un système qui repose sur, n'est-ce pas, ce que nous appelons l'approche CAR, c'est-à-dire la gestion axée sur le résultat, qui oblige que, à travers ce système fiscal, que l'État soit plus regardant pour renflouer, n'est-ce pas, son trésor. Je voudrais obtenir de vous la place, n'est-ce pas, du contrôle. La place du contrôle dans cette entreprise de la réforme des finances publiques pour une bonne gouvernance fiscale. En d'autres termes, le pays négocie la réforme du système fiscal. Quel type de système de contrôle que vous pouvez proposer pour que, n'est-ce pas, la réforme ne soit pas en déphasage avec les objectifs que l'État voudrait atteindre? Ça, c'est la première préoccupation. Pourriez-vous nous faire, n'est-ce pas, une projection, une proposition sur le système de contrôle en rapport avec la gouvernance fiscale? Les questions du professeur sont relatives au contrôle. Je voudrais savoir quel est le système de contrôle que je peux proposer pour que tout soit en harmonie, pour que l'État en fait, puisse bénéficier de la manne qui nous revient sur le plan des ressources fiscales. Le type de contrôle, je pense que ce qui est fondamental, parce que nous avons quand même le contrôle classique. Nous avons le contrôle a priori, le contrôle concomitant, le contrôle a posteriori, etc. Ce sont des contrôles classiques. Pourquoi ailleurs ça marche et pourquoi chez nous ça ne marche pas? Je pense que vous devez partir de cette base-là. Alors, si ce contrôle ne marche pas, c'est parce que tous les systèmes, en fait, corrompent. Et vous savez, d'ailleurs, il y a un grand fiscaliste qui l'a dit, Michel Bouvier. C'est-à-dire que quand la corruption, en fait, prend place dans les systèmes, ouais, tout ce qu'on doit mettre en place risque de ne pas marcher. Alors, quel est le type de contrôle que nous devons mettre maintenant? Parce que le système de contrôle classique n'a pas donné de bons résultats. Je pense que il faut que l'État arrive à pousser tout le monde à s'inviter au contrôle. Pourquoi je l'ai dit? Parce que, vous savez, chez nous, le contrôle est très mal perçu. Parce que quand une structure doit absolument être contrôlée, on pense toujours que non, on en veut au mandataire. C'est comme ça qu'on veut le contrôle. Pourquoi on ne contrôle pas ailleurs? Pourquoi on veut seulement contrôler chez moi? Ah voilà, c'est pour chercher la petite bête, pour m'écarter par exemple de mon fauteuil. Vous voyez donc, le contrôle est pressenti comme quelque chose qui vient en fait déranger. On sait que ne doit pas être le cas. Je pense que le contrôle doit être considéré comme quelque chose de fondamental. On ne peut pas être à l'aise si on n'est pas contrôlé. Donc il faut que l'on arrive à pousser tout le monde à s'inviter au contrôle. Si l'État arrive à faire interroger
dans les chefs et de tous ceux qui ont la gestion de la chose publique, que tout le monde doit s'inviter en contrôle. Je pense qu'on peut ouvrir la voie pour que le contrôle classique aboutisse. Donc, il faut qu'on change un peu la face du contrôle. On change la face du contrôle. Vous remarquerez, vous avez posé ça comme deuxième question. Même le contrôle de l'IGF a été très mal perçu. Très mal perçu. Aujourd'hui, on pense que c'est un contrôle dirigé qui viserait certaines personnes, pas d'autres. Donc, il fait que l'on arrive à intégrer le contrôle dans sa propre gestion. Les entreprises privées ont des services d'audit interne qui font suffisamment de contrôle. Et puisque les entreprises privées savent que pour obtenir un crédit bancaire, il faut que je présente des rapports d'audit qui soient fiables, etc., pour convaincre les gens qui veulent me chercher de l'argent, etc. Ouais, donc, ils mettent du sérieux dans le contrôle. Parce que ceux qui gèrent les entreprises privées savent qu'il faut nécessairement un contrôle. Donc, d'avoir proposé une réflexion sur à la fois la fiscalité et éventuellement la régulation fiscale intégrée pour donner une orientation économique à l'ensemble des œuvres que nous réalisons. Je disais, j'avais beaucoup à dire. Oui, effectivement, j'avais prévu 3 points, une réserve et puis des observations, et enfin des questions. Mais je vais poser une seule question tout à l'heure. D'abord, la réserve. Comme l'autorité académique est là, je peux profiter pour ceux qui viendront après nous. J'avais un petit désaccord, c'est une proposition d'ailleurs qui a été consentie par tous les jurys après soutenance sur l'intitulé de votre œuvre. Toutes les réflexions pas surchargées, je crois que je vous ai dit quelle est ma réserve. Il suffisait de dire gouvernance fiscale et investissement, régulation fiscale intégrée, l'orientation économique. C'est plus élégant, c'est plus simple, etc. Donc, il faut le demander à l'autorité qu'on peut modifier lorsque le jury, le pré-jury a eu des observations, etc. On peut modifier, sauf l'intitulé complet. Mais une amélioration, c'est possible. La voici. En quoi se matérialise la régulation fiscale intégrée de l'orientation économique? Ne me faites pas la théorie. Vous me donnez simplement les instruments. Quels sont les instruments que vous avez mis en place pour qu'une fiscalité qui existe, pour qu'une gouvernance qui existe, puisse nous donner cet élément qui est la régulation intégrée, mais d'orientation économique. Je vais être pour la question. En quoi se matérialise la régulation fiscale intégrée de l'orientation économique? C'est vrai, cette question, je pouvais développer ça abondamment au niveau du travail. Je ne voulais pas en fait aller un peu plus loin. Mais le tout se recentre sur la mise en valeur de nos substances, la mise en valeur de nos ressources. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que la régulation fiscale, parce que nous sommes dans l'état des investissements, donc il y a la mise en valeur de nos ressources, qui est le premier point, donc ça doit se matérialiser par la mise en valeur des ressources, et deuxièmement, ça doit se matérialiser aussi au niveau de la collecte fiscale. C'est celle-ci. Ce sont les mécanismes. Vous régulez comment? Vous dites par la mise en valeur des ressources. Mais quels sont les instruments de la mise en valeur des ressources? Parce que vous avez cité le domaine pétrolier, d'hydrocarbures,
et le secteur minier, pardon, le secteur forestier. C'est les trois sur lesquels vous vous êtes penché. Est-ce qu'il y a des mécanismes en place pour que la fiscalité actuelle puisse se réguler? Et encore, si c'est justement cette régulation, quels sont les instruments pour y arriver? Pour certains secteurs, les instruments existent. Mais malheureusement, au niveau du fonctionnement de ces mécanismes-là. Citez-moi un de ces mécanismes qui existent. Par exemple, dans le secteur forestier, vous avez le fonds, le fonds forestier national. C'est un mécanisme qui a été mis en place pour réguler le secteur, aussi bien, évidemment, le professeur Maître Bob l'a dit, il n'a pas vraiment d'avantage fiscaux à ce niveau-là. Mais il faut voir maintenant le comportement des agents du fonds forestier national, et qui devraient jouer le rôle des régulateurs. Mais avec le temps, finalement, ils jouent maintenant le rôle d'entrave à la bonne marche des investissements forestiers. Limité là, quelques suggestions à ce propos-là. Il y a d'abord le problème de profession. Vous savez pourquoi c'est très complexe tout ça? C'est parce qu'il y a des chevauchements de compétences. C'est toujours en matière administrative et politique, et sociale bien sûr. Il y a une confusion. Les gens ne connaissent pas leur rôle, et tous les mécanismes qui existent, si c'est mis en place et ajusté. J'entendais le mot ajustement dans la régulation. Ajustement des instruments qui existent. Eh bien, je crois que nous pourrons aller. Pour le reste, nous allons continuer ce débat en dehors d'ici. Maintenant, je prends mon rôle de président. Monsieur le recteur, monsieur le membre du jury, nous allons clôturer notre exercice. Si l'autorité nous permet. Oui. Ah, oui. Le président du jury, nous suspendons momentanément et j'ai autorisé à délibérer à huis clos. Il a devenu comme nous, c'est pas facile. Il a transpiré. Kinshasa à bien vouloir conférer le grade de docteur en sciences politiques et administratives au candidat précité. Fait à Kinshasa le 23 décembre 2022, le président du jury, professeur Sur les stages sur ma fonds, c'est le président académique, adjudant directeur de l'université de Kinshasa. Vu les procédures verbales du jury chargé de procéder à l'examen de la thèse de M. le chef de travaux Kinandele Loutouma Xavier, du garde de docteur en sciences politiques et administratives, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 0421-026 du droit relative à l'appellation des gaz académiques ont été respectés, on verra au candidat précité, les gars des docteurs en sciences politiques et administratives. Quand nous remettons les besoins diplômes, les insignes de l'université déclarant qu'il a la jouissance de tout le droit et avantages attachés au cadre académique obtenu dans référence IO. Fait à Kinshasa le 23 décembre 2022, pour le recteur de l'université de Kinshasa, secrétaire général académique et stagiaire dans son fonds, professeur ordinaire. Jésus, merci mon Dieu, merci mon roi. Nzelango eleki
maina bomo nanyambwasa bitumba atombola maboko awana se ya lipata amaleka tongami lelo oyo yaya nanga ye jésus yesu bolingo ya pomwana soki komandela mokinyo nakokala. Vous savez, à ces moments précis, il y a plein d'émotions pour dire quoi que ce soit. Je tiens d'abord à remercier le maître qui m'a porté. Ce sont des éminences grises. Je commence d'abord par le promoteur, le professeur ordinaire Bobo Wakali. C'est quelqu'un qui m'a pris au moment où j'étais encore rien. Donc c'est lui qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Vous savez, la première fois, quand je l'ai rencontré, c'était dans le cours de finances publiques en deuxième voiture. En tout cas, il avait tellement manifesté de bonnes dispositions à mon endroit que je me suis dit non, il faut que je m'approche de lui pour qu'il puisse m'enfronter en tant que spécialiste sur les questions de finances publiques. Et il a accepté. Vraiment, en tout cas, professeur, cher maître, je ne sais pas combien vous remercier. Vraiment, vous m'avez porté, vous avez supporté toute la pression que vous avez mise sur moi pour que je puisse rapidement défendre ma thèse. Voilà, ça paye. C'est pourquoi je pense que ce que je suis aujourd'hui, c'est le fruit de votre travail. Et j'en porterai toujours dans mon cœur et je vous donnerai toujours cette place de choix dans mon cœur parce que c'est vous qui êtes mon maître, et c'est vous qui avez fait de moi ce que je suis aujourd'hui. En tout cas, sans vous, peut-être je ne serais pas aujourd'hui à ce niveau ici. En tout cas, maître, grand merci pour ce que vous avez fait. Et j'ai son le copromoteur. Vous savez, si je suis arrivé à ce stade ici, c'est aussi la pression qu'il faisait sur moi. Parce qu'à un moment, j'ai failli même abandonner la carrière. Mais il m'a dit non, 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 il ne faut pas abandonner. Parce qu'il soit dit à passant que nous avons été tous assistants. Mais vous voyez le temps que moi j'ai mis par rapport à ce que lui a mis. Donc lui ne voulait pas que je puisse être à la remorque. Il a dit non, vous devrez absolument arriver là où nous sommes allés. En tout cas, professeur, maître Kassongo, je vous remercie profondément de tout mon cœur pour tout ce que vous avez fait pour que j'arrive à ce niveau. Il y a aussi le grand maître, le professeur Kiboué, que je connais d'abord sur le plan professionnel. Je ne savais pas qu'un jour, il pouvait me porter dans ses bras pour me donner aussi l'occasion de devenir un scientifique comme lui. La manière dont il a pris à bras le corps ma thèse de doctorat, c'est comme s'il en a fait son travail. Il m'a invité plusieurs fois chez lui à la maison. Nous avons travaillé. Moi-même, j'étais surpris parce que je ne pensais pas que j'allais avoir autant d'ouverture auprès de lui comme ça. Et parfois, j'allais le déranger à des heures tardives. Et il me disait toujours que non, comme vous êtes un doctorant, je dois toujours vous recevoir. En tout cas, professeur, merci pour cette disponibilité que vous avez manifestée, de me recevoir même à des heures qui étaient inopportunes. Mais vous vous êtes donné cette peine de me recevoir pour qu'on travaille. Et le travail en question porte également vos marques. Parce que, vous savez, je suis fier de vous compter dans mon jury. Donc c'est que vous m'avez aussi porté dans vos bras. Merci beaucoup. Parce que je ne pensais pas que dans mon parcours, je pouvais aussi être porté par quelqu'un qui est dans le domaine des finances publiques. En tout cas, je suis très fier. Je suis très fier parce que la manière dont vous êtes investi pour ce travail, tous les sacrifices que vous avez faits pour que nous arrivions à ce niveau, en tout cas, ça m'enchante. Vraiment, je ne sais combien vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. En tout cas, j'en garde de très bons souvenirs et cette opportunité que vous m'avez donnée, je pense que je vais faire en sorte que les relations continuent. De temps en temps, si j'ai le temps, je passerai dans votre vidéo pour que nous puissions échanger davantage. Vous avez ouvert un débat. Donc je dois vous raconter pour avoir suffisamment d'éléments pour m'améliorer davantage. Doyen de la faculté,
En tout cas, merci beaucoup pour la manière dont vous avez traité administrativement mon dossier. En tout cas, vous ne m'avez pas relâché, même quand j'avais fait mon accident. Vous étiez d'ailleurs très attristé de me voir marcher avec des béquilles. Vous avez dit, mais c'est dit à quoi? Donc c'était vraiment un réconfort pour moi de voir le doyen faire corps avec moi, porter ma souffrance, etc. Bonjour. Bon, c'est une thèse qui porte sur la fiscalité et sur le droit des investissements. Son intérêt est de montrer comment l'État peut parvenir à mobiliser des ressources, mobiliser davantage des ressources grâce à cette fiscalité et comment il peut utiliser les régimes fiscaux qui existent pour le moment, comment il peut les modifier pour réaliser davantage de ressources dans l'avenir. Non, le mot c'est de féliciter le récipiendaire. C'est quelqu'un que j'ai eu tout d'abord en tant qu'étudiant et qui m'a suivi pendant plusieurs années. Et on a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé pour arriver à réaliser cette thèse. Et je crois qu'il a montré beaucoup de passion, beaucoup de persistance pour arriver au résultat de ce jour. Je voudrais le féliciter pour ça. Pour le moment, c'est le deuxième. Il y a le professeur Kakessa et puis lui. Merci. Sur la régulation fiscale concernant les investissements. Vous savez, notre pays a besoin de beaucoup d'investissements. Alors pour avoir ces investissements, il faut quand même que les climats ou l'atmosphère des affaires soit quand même une très bonne atmosphère. Et la fiscalité fait partie des éléments qui contribuent à ce bon climat, à cette bonne atmosphère pour les affaires. C'est comme ça qu'il fallait absolument situer la place de la régulation fiscale pour que nous puissions avoir de bons investissements et surtout des investissements qui vont devoir aider le pays à valoriser ses ressources qui l'égorgent. Donc c'est ça, donc ça a porté globalement sur ça. Alors nous avons, après avoir fait le tour de la régulation fiscale qui existe, après avoir identifié certaines choses qui ne faisaient pas que les choses marchent convenablement, après avoir constaté tous les déficits que nous enregistrons avec la régulation existante, nous avons proposé une voie de sortie. Et cette voie de sortie a consisté en la mise en place des régimes fiscaux économiques. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse dépasser la codification fiscale sectorielle qui ne nous a pas apporté de résultats. Vous savez, le niveau auquel se trouve aujourd'hui la RDC, ce n'est pas le niveau où on l'attendait. Mais malheureusement, la RDC se trouve à un niveau qui ne correspond pas à l'importance des ressources qu'elle regorge. C'est ainsi que nous avons pensé qu'il fallait absolument dépasser la codification fiscale sectorielle et penser maintenant à la mise en place des régimes fiscaux économiques. Et nous en avons à ce niveau identifié 4. Donc, il faut qu'on arrive à mettre en place un régime fiscal d'entreprises exportatrices. Et pourquoi les entreprises exportatrices? Parce que vous savez, il faut absolument que la RDC ne puisse pas faire le figurant dans le marché des libres d'échange où elle participe. Donc il faut absolument qu'elle produise. Elle ne doit pas aller dans ces marchés-là comme simple consommateur, il faut qu'elle produise. Donc c'est-à-dire qu'il faut des exportations. Et pour encourager ces exportations-là, il faut mettre en place un régime fiscal qui encourage les importations. C'est-à-dire que les entreprises exportatrices doivent en principe être encouragées fiscalement. Alors le deuxième régime fiscal économique que nous avons envisagé, c'est le régime fiscal d'entreprises de fabrication ou de transformation. Vous savez,
un pays doit absolument développer l'industrie manufacturière. Vous savez, comme je l'avais dit lors de ma soutenance, le pays que nous qualifions aujourd'hui d'émergent, vous avez le Brésil, vous avez l'Argentine, vous avez le Nigeria, vous avez l'Afrique du Sud, etc. Mais ce sont des pays qui sont arrivés à développer l'industrie manufacturière. Et ils vendent. Hein, ils ne portent pas comme nous importons. Donc, ils fabriquent, ils transforment sur place. Prenons le cas de la RDC. Qu'est-ce que nous transformons chez nous ici? Qu'est-ce que nous transformons? Nos richesses minières sont exportées à l'état brut. C'est-à-dire que c'est sans valeur ajoutée. Notre forêt, les planches que nous avons, on n'exploite plus de grumes que de bois scié. Vous voyez? Donc c'est pourquoi il faut des entreprises de transformation et de fabrication pour servir le marché en interne. Et le troisième régime, c'était le régime d'entreprises extractives. En fait, ici, nous ne voyons pas seulement les minéraux. Tout ce que l'on extrait du sol et du sous-sol. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il fallait absolument qu'on mette en place un régime d'entreprises extractives. Parce que la RDC compte beaucoup sur les richesses de son sous-sol. Ce régime ne va pas se substituer au code minier, non. C'est un régime qui va appuyer encore davantage les entreprises qui extraient. Et dans ce régime-là, on peut créer des passerelles pour que ce qui est extrait de notre sous-sol puisse être transformé sur place. J'en ai parlé lors de ma thèse de doctorat. Nous avons du pétrole, mais nous ne raffinons pas notre pétrole. Ouais. Donc, toute la valeur ajoutée qui devrait être captée en phase de transformation, en phase de raffinage, ce sont les autres qui en bénéficient. Et le quatrième régime, c'est le régime d'entreprise de commercialisation et de services. Pourquoi la commercialisation et les services? Parce que ce sont des services, ce sont des entreprises qui sont intensives, sur le plan de la main-d'œuvre. C'est-à-dire, ces entreprises-là, en fait, recrutent beaucoup, hein, ils donnent beaucoup de travail, ils donnent du travail à nos compatriotes, etc. Et il faut les encourager fiscalement. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, même en termes de valeur ajoutée, les entreprises du secteur textile viennent en tête. Sur le plan de la main-d'œuvre, ce sont des entreprises qui utilisent une abondante main-d'œuvre. Alors, si elles ne sont pas encouragées fiscalement, elles vont mettre la clé sous le paillasson. Et c'est le chômage qui va encore reprendre la place. Alors, nous avons tout développé dans ce cadre de ce travail.